J'ai dit à mes parents que je ne pouvais pas garder les enfants de ma sœur pendant 2 semaines, je risquais de devenir aveugle sans chirurgie. Mais ils ont dit que je ruinais leur croisière et ont secrètement atteint le plafond de ma carte de crédit. J'avais 32 ans le jour où le monde a littéralement commencé à s'estomper autour de moi. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup, comme un interrupteur que l'on éteint. C'était plutôt comme si quelqu'un soufflait lentement sur la vitre froide d'une fenêtre, un brouillard gris et rampant qui ne voulait tout simplement pas se dissiper, peu importe combien de fois je clignais des yeux ou me frottais les paupières. Je suis directrice artistique. Toute ma vie, ma carrière, mon identité, tout repose sur ma capacité à voir les couleurs, les contrastes et les lignes nettes. Ainsi, lorsque je me suis retrouvée assise dans le cabinet stérile et trop éclairé d'un ophtalmologiste ce mardi après-midi, à écouter le docteur prononcer des mots comme dégénérescence cornéenne rapide et perte de vision permanente, j'ai senti l'air quitter physiquement mes poumons. Le docteur était gentil, mais brutalement ferme. Mes cornées se détérioraient à un rythme agressif. Si je ne subissais pas une greffe spécialisée et une chirurgie de reconstruction le mois suivant, les dommages franchiraient le point de non-retour. J'allais devenir aveugle. Il n'y avait pas d'alternative, pas de pilule que je pouvais prendre pour que cela s'arrête par magie. L'opération était programmée pour la 3e semaine du mois suivant, et la convalescence impliquait 2 semaines complètes d'obscurité absolue. 2 semaines avec de lourds pansements sur les yeux, incapable de lire, incapable de conduire, incapable même de regarder mon téléphone. C'était terrifiant, mais c'était ma seule bouée de sauvetage. J'ai quitté la clinique avec un dossier rempli d'instructions préopératoires et le cœur lourd d'effroi. J'avais besoin de ma famille. Vous connaissez cet instinct, n'est-ce pas? Quand le sol se dérobe sous vos pieds, vous voulez que les personnes qui vous ont élevé vous disent que tout ira bien. Alors, ce dimanche-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents pour notre habituel dîner de famille. Laissez-moi vous brosser un tableau de la dynamique de notre famille. Mes parents, Victor et Diane, ont une hiérarchie très spécifique et inexprimée. Tout en haut se trouve ma sœur aînée, Stella. Stella a 36 ans, est chroniquement au chômage et est l'enfant chéri incontesté. Elle a 2 enfants, Toby, qui a 7 ans, et Mia, qui a 4 ans. Ce sont de bons enfants au fond, mais ils sont bruyants, chaotiques et complètement indisciplinés, car Stella pense qu'être parent signifie exister dans la même pièce que tout en faisant défiler l'écran de son téléphone. Et puis, tout en bas de cette hiérarchie, il y a moi, Harper, la personne fiable, celle qui a un bon travail, un appartement vide et un puits apparemment sans fond de patience et d'argent. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, la maison était un asile de fous. Toby hurlait, courant autour de l'îlot de la cuisine, tandis que Mia piquait une crise sur le tapis parce que son jus de fruits était dans le gobelet bleu au lieu du rouge. Stella était affalée sur le canapé, se limant les ongles, complètement imperturbable. Ma mère, Diane, remuait frénétiquement quelque chose sur la cuisinière, et mon père, Victor, regardait un match de golf, criant par-dessus le bruit. Personne n'a demandé comment s'était passée ma semaine. Personne n'a remarqué les nouvelles lunettes à forte correction que je devais porter juste pour naviguer dans l'allée. Je posai tranquillement mon sac à main, entrai dans la cuisine et commençai à mettre la table. Je me suis dit que j'attendrais que le dîner soit servi, que tout le monde soit assis pour annoncer la nouvelle concernant mes yeux. J'avais besoin qu'ils se concentrent. J'avais besoin qu'ils m'entendent. J'avais cet espoir naïf que, pour une fois, le chaos ferait une pause et qu'ils me regarderaient vraiment pour voir que j'avais peur. J'avais tellement, incroyablement peur. Mais comme j'allais bientôt l'apprendre, ma famille avait un programme très différent pour cette soirée. Le dîner était enfin sur la table. Les enfants étaient temporairement distraits par des macaronis au fromage, et j'ai pris une profonde inspiration, me préparant à parler. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche, ma mère a tapé dans ses mains, son visage rayonnant d'un niveau d'excitation que je ne voyais d'habitude que lorsque quelqu'un complimentait son jardin. Très bien, tout le monde, écoutez bien, a annoncé Diane, sa voix perçant le tintement des couverts. Votre père et moi, ainsi que Stella, avons des nouvelles incroyablement excitantes. J'ai fait une pause, ma fourchette planant au-dessus de mon assiette. Stella a eu un sourire narquois, s'adossant à sa chaise comme une reine tenant sa cour. Nous partons pour une croisière de 2 semaines dans les Caraïbes, a tonné Victor en levant son verre d'eau. 14 jours de soleil, de buffet à volonté et de paix absolue. Nous avons réservé le forfait suite de grand luxe. Nous partons dans exactement 3 semaines. C'est, waouh, ai-je dit, véritablement surprise.
Cela semble cher. Oh, c'est le voyage d'une vie. Diane a balayé l'air de la main avec dédain. Stella a été tellement stressée ces derniers temps avec sa recherche d'emploi. Elle a désespérément besoin d'une remise à zéro. Et votre père et moi avons besoin d'une pause. Ce qui nous amène à la logistique. Ma mère s'est tournée pour me regarder directement. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'était le regard qu'elle lançait lorsqu'elle était sur le point de m'assigner une corvée que je ne pouvais pas refuser. Puisque la croisière est réservée aux adultes, et franchement, nous voulons vraiment nous détendre. Tu vas préparer un sac et retourner vivre dans ton ancienne chambre ici pour les 2 semaines. Elle l'a dit sans que ce soit une question. C'était une directive. Tu garderas Toby et Mia. Tu travailles depuis la maison de toute façon, alors c'est parfait. Tu peux les déposer à l'école, les récupérer et tenir le fort. Je suis resté pétrifié. La pièce a soudainement semblé très petite. J'ai regardé le calendrier accroché au mur de la cuisine. Les dates de leurs vacances de luxe s'alignaient parfaitement, jour pour jour, avec ma période de chirurgie et de convalescence. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit. Ma voix était basse, mais elle a résonné comme un coup de feu dans la salle à manger. Stella a arrêté de mâcher. Mon père a baissé son verre. Le silence était épais, lourd et immédiatement hostile. Comment ça, tu ne peux pas, a demandé Victor, son ton descendant dans ce registre grave et dangereux qu'il utilisait lorsque quelqu'un osait le défier. Je ne peux pas garder les enfants, papa. Je ne peux même pas prendre soin de moi pendant ces 2 semaines, ai-je balbutié, mon cœur martelant mes côtes. J'essayais de vous le dire tout à l'heure. Je suis allé voir le spécialiste des yeux mardi. Mes cornets lâchent. Je perds la vue. Si je ne subis pas une greffe et une chirurgie reconstructrice dans 3 semaines, je vais devenir aveugle. Je serai complètement bandé et alité pendant 14 jours. Je n'aurai littéralement pas d'yeux pour surveiller les enfants. J'ai attendu le halètement de surprise. J'ai attendu l'horreur, la sympathie, la prise de conscience soudaine que leur plus jeune fille était confrontée à un handicap qui allait changer sa vie. Au lieu de cela, Stella a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, Harper. Sérieusement, a gémi Stella en jetant sa serviette sur la table. Il faut toujours que tu fasses ça. Il faut toujours que tu inventes une crise pour que tout tourne autour de toi. Inventer une crise, ai-je suffoqué, la regardant à travers le brouillard gris de ma vision défaillante. Stella, je deviens aveugle. C'est une opération chirurgicale. C'est une chirurgie des yeux, Harper. Pas une transplantation cardiaque, a cinglé Diane, le visage empourpré de colère. Les gens se font opérer au laser tout le temps et vont travailler le lendemain. Tu es juste dramatique parce que tu ne veux pas aider ta sœur. Tu sais qu'elle a besoin de cette pause. Ce n'est pas une simple opération au laser, ai-je dit en élevant la voix. La peur cédant finalement la place au désespoir. C'est une greffe. Je ne peux pas la retarder. Et je ne peux absolument pas faire du gardiennage pour 2 enfants en bas âge pendant que je récupère dans l'obscurité totale. Victor a abattu son poing sur la table, faisant trembler les assiettes. Assez. Nous avons payé les acomptes non remboursables. Nous partons. Tu vas appeler ton petit docteur, lui dire que tu es stressé et reprogrammer ce foutu rendez-vous. Tu vas être ici pour ces enfants parce que c'est ce que fait la famille. Tu prends tes responsabilités. J'ai regardé les 3. Mon père, le visage rouge et furieux. Ma mère, me foudroyant du regard comme si j'étais une traîtresse. Ma sœur, semblant ennuyée et dérangée par ma cécité potentielle. Il ne s'en souciait pas. Il ne se souciait véritablement et fondamentalement pas de savoir si je perdais la vue, tant que cela n'interférait pas avec leur temps passé au bord de la piscine. Je me suis levé, ma chaise raclant durement le plancher en bois. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je les ai juste regardés et j'ai dit le seul mot qui me restait. Non. Puis j'ai attrapé mon sac à main, j'ai franchi la porte d'entrée et je suis parti en voiture, laissant la voix hurlante de ma mère s'estomper derrière moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'impression d'avoir été percuté par un camion. Mon téléphone explosait de notifications. J'avais été retiré de la discussion de groupe familial. Stella avait publié un long statut passif-agressif sur Facebook expliquant que certaines personnes sont tellement égoïstes qu'elles préfèrent voir leur propre chair et leur propre sang souffrir plutôt que de lever le petit doigt pour aider.
Les commentaires étaient remplis de ses amis offrant une fausse sympathie. Cela m'a rendu malade. J'avais besoin de m'éloigner. Je ne pouvais pas rester assise dans mon appartement à fixer les murs. J'ai préparé un petit sac de voyage et j'ai décidé de conduire jusqu'au chalet du lac. Laissez-moi vous expliquer pour le chalet. C'est une petite maison en bois de 2 chambres dans les montagnes, à environ 2 heures de route de la ville. L'acte de propriété est techniquement au nom de mes parents. Ils l'ont acheté à bas prix il y a 30 ans, mais pendant la dernière décennie, il avait dépéri. L'année dernière, mon père s'était plaint qu'il devrait le vendre parce qu'il était inhabitable. Je ne pouvais pas supporter l'idée de perdre l'endroit où j'avais passé les étés de mon enfance. Alors, je suis intervenu. J'ai vidé $20 000 de mes propres économies personnelles. J'ai payé pour un nouveau toit, une nouvelle plomberie, des planchers en bois massif entièrement neufs, et j'ai passé 6 week-ends là-haut, à 4 pattes, à peindre les murs et à réparer la terrasse. J'ai ressuscité cette maison avec mon propre sang, ma sueur et mon compte en banque. C'était mon sanctuaire. Le trajet dans la montagne fut calme. L'air était vif, et pendant un moment, le flou gris dans mes yeux ne m'a pas autant dérangé quand je regardais le vert infini des pins. Je voulais juste allumer un feu, m'envelopper dans une couverture et pleurer en paix. Je me suis engagé dans l'allée en gravier, j'ai attrapé mon sac et j'ai monté les marches jusqu'au porche d'entrée. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti la clé en laiton familière de mon trousseau et je l'ai glissée dans la serrure. Elle n'a pas tourné. J'ai froncé les sourcils, secouant la poignée. J'ai retiré la clé, je l'ai essuyée sur mon jean et j'ai réessayé. Elle est entrée à moitié et s'est arrêtée. Le mécanisme était complètement différent. La vieille plaque en laiton rayé avait été remplacée par une toute nouvelle serrure argentée et brillante. Je suis resté là, dans le vent glacial, à fixer la porte. Mon cerveau luttait pour traiter ce que je regardais. J'ai contourné la maison pour vérifier la porte arrière du patio. Cadenassé. Un nouveau cadenas très robuste qui n'était pas là le mois dernier. Ils avaient changé les serrures. Ma poitrine s'est serrée, un œuf froid se formant au creux de mon estomac. Mes mains tremblaient lorsque j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro abrégé de mon père. Ça a sonné 3 fois avant qu'il ne réponde. Quoi, a aboyé Victor. Pas de bonjour. Pas de vérification pour savoir si j'allais bien. Je suis au chalet, ai-je dit, la voix tremblante. Ma clé ne fonctionne pas. La serrure est différente. C'est exact, a-t-il dit, sa voix plate, complètement dépourvue de chaleur. J'ai fait venir un serrurier là-haut ce matin à la 1re heure. Pourquoi, papa? Tous mes vêtements d'hiver sont à l'intérieur. Je viens de faire 2 heures de route. Pourquoi changerais-tu les serrures? Parce que cette famille partage ses ressources avec les personnes qui agissent vraiment comme une famille, a-t-il déclaré, frappant chaque mot comme avec un marteau. Si tu vas être égoïste, si tu vas ruiner les vacances de ta sœur pour une procédure médicale mineure et refuser de nous aider, alors tu ne pourras pas profiter des avantages de cette famille. Nous avons besoin de notre espace loin de ton attitude toxique. Tu n'es pas la bienvenue au chalet tant que tu ne t'excuses pas et que tu n'acceptes pas de garder Toby et Mia. Fais bon voyage de retour. Il a raccroché. Je suis resté sur le porche de la maison dont j'avais payé la reconstruction pour $20 000. Le vent hurlait à travers les arbres, mordant à travers ma fine veste. Je n'ai pas frappé à la porte. Je n'ai pas crié dans les bois. Le choc était trop absolu. Il prenait mon sanctuaire en otage pour me forcer à annuler une opération chirurgicale qui sauverait ma vue. Je suis retourné à ma voiture et je me suis assise sur le siège du conducteur pendant un long moment. Le brouillard gris dans ma vision semblait plus épais maintenant. Mais ironiquement, alors que j'étais assise là à regarder la porte verrouillée, autre chose est devenue parfaitement claire. Je n'étais pas une fille pour eux. J'étais un outil. Et quand un outil cesse d'être utile, on l'enferme dans la remise. J'ai enclenché la marche arrière et j'ai redescendu la montagne. Je n'ai pas pleuré pendant le trajet de 2 heures pour retourner en ville. Je pense que mon cerveau avait enclenché une sorte de protocole de survie, fermant les centres émotionnels pour que je puisse me concentrer sur le maintien de la voiture sur la route malgré ma vision floue. Quand je suis enfin rentré dans mon appartement, le silence était assourdissant. Ce n'était pas le silence paisible d'un sanctuaire. C'était le silence lourd et suffocant d'une pièce vide après des funérailles. J'ai jeté mes clés sur le comptoir,
Je suis allé directement dans mon bureau à domicile et je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue a piqué mes yeux, me forçant à plisser les paupières. Mais je m'en fichais. J'avais besoin de données. J'avais besoin de preuves concrètes et indéniables de ce qu'avait réellement été ma vie au cours de la dernière décennie. Parce que, de toute évidence, mon souvenir d'être une fille dévouée ne correspondait pas à leur réalité, me dépeignant comme un fardeau égoïste. J'ai ouvert mon disque dur externe et j'ai cliqué sur un dossier nommé Finances. Laissez-moi vous dire comment fonctionnait ma famille et comment je suis devenu le filet de sécurité désigné. Ça a commencé petit. Quand j'avais 24 ans, que je venais de décrocher mon premier emploi bien rémunéré en tant que designer junior, Stella a décidé qu'elle voulait être coach de vie. Elle avait besoin d'un programme de certification qui coûtait 3000 $. Mes parents m'ont dit qu'il était de mon devoir de sœur d'investir dans son avenir, d'autant plus que j'étais célibataire et que j'avais un revenu disponible. J'ai payé. Stella n'a jamais terminé la formation. 2 ans plus tard, c'était une voiture. La transmission de Stella a lâché et elle avait besoin d'un véhicule pour emmener Toby à l'école maternelle. Mon père m'a appelé, la voix lourde de stress, disant qu'il ne pouvait pas dormir en sachant que son petit-fils prenait le bus public. J'ai contracté un prêt à mon nom, pour une berline fiable, et Stella a promis de faire les paiements mensuels. Elle a effectué exactement 2 paiements avant de devoir donner la priorité aux courses. J'ai discrètement absorbé le prêt automobile pendant les 4 années suivantes pour que mon crédit ne soit pas détruit. J'ai ouvert une feuille de calcul Excel principale et j'ai commencé à taper. Je suis une archiviste méticuleuse. C'est une déformation professionnelle. J'avais des reçus, des relevés bancaires et des confirmations par courrier électronique pour chaque transaction majeure. Je ne les avais simplement jamais tous réunis sur une seule page auparavant. J'ai consigné la voiture. J'ai consigné les 3000 $ pour l'arnaque du coach de vie. J'ai consigné la fois où la chaudière de mes parents est tombée en panne au cœur de l'hiver, et où j'ai payé 4500 $ pour un remplacement d'urgence parce que la pension de Victor était trop juste ce mois-là. Ensuite sont venues les dépenses récurrentes. Il y a 3 ans, Victor et Diane m'ont fait asseoir et m'ont fait un long discours sur la façon dont l'inflation rongeait leur retraite. Ils avaient l'air si petits et inquiets. J'ai accepté de mettre en place un virement automatique. 500 $ chaque mois déposés directement sur leur compte courant pour aider avec les courses et les factures d'énergie. Je n'avais pas manqué un seul mois en 36 mois. Et puis il y avait Toby et Mia. Quand Toby a eu 5 ans, Stella a insisté sur le fait que l'école publique ruinerait son esprit créatif. Elle a trouvé un programme Montessori privé. Les frais de scolarité étaient stupéfiants. Mes parents ont pleuré, littéralement pleuré, en disant que Toby méritait le meilleur départ dans la vie. Alors, qu'a fait la bonne tante fiable? J'ai commencé à payer les frais de scolarité directement à l'académie. Chaque semestre, ligne par ligne, rangée par rangée, j'ai documenté mon amour. J'ai documenté ma loyauté. J'ai documenté chaque fois que j'ai sauté des vacances, chaque fois que j'ai acheté des vêtements en solde, chaque fois que j'ai fait des heures supplémentaires juste pour maintenir la paix et acheter le bonheur de ma famille. La feuille de calcul s'est allongée, les chiffres s'empilant dans la colonne de droite, un monument numérique à ma propre stupidité. Mes yeux brûlaient, pleurant abondamment alors que je fixais l'écran. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais possédé par le besoin de voir le résultat final. J'ai mis en surbrillance la dernière colonne, j'ai fait glisser le curseur jusqu'à la toute dernière entrée, les 20 000 $ pour la rénovation du chalet du lac, et j'ai cliqué sur le bouton de somme automatique. Le nombre a clignoté sur l'écran. Il était si grand, si absurde que pendant une seconde, mes yeux embrumés ont refusé de le traiter. J'ai cligné des yeux fortement, essuyant l'humidité et me suis penché plus près du moniteur jusqu'à ce que mon nez touche presque la vitre. 84 000 $. Je me suis reculé dans ma chaise, le souffle s'échappant de moi dans une expiration saccadée. 84 000 $. En moins de 10 ans, j'avais versé l'équivalent d'un acompte pour une belle maison ou d'un compte de retraite entièrement financé directement dans les poches de personnes qui venaient de changer les serrures pour me bloquer parce que je refusais de sacrifier ma vue pour leurs vacances tropicales. Je suis resté assis seul dans mon bureau sombre, la lueur du moniteur balayant mon visage, et j'ai fait une véritable dépression psychologique. Ce n'était pas une crise de larmes bruyantes. C'était une prise de conscience silencieuse et bouleversante de ma propre réalité pathétique. Je l'ai analysée,
dépouillant les murs de défense émotionnelle que j'avais construits toute ma vie. Pourquoi avais-je fait cela? Pourquoi avais-je cédé mon argent durement gagné maintes et maintes fois? C'était la dynamique classique de l'enfant chéri et du bouc émissaire. Stella était née pour être aimée. J'étais né pour être utile. J'ai réalisé avec une clarté écœurante que je souffrais d'un cas terminal de tentative d'acheter l'affection de mes parents. Je croyais inconsciemment que si j'étais assez généreuse, si je résolvais assez de problèmes, si je ne disais jamais non, ils finiraient par me regarder de la même manière qu'ils regardaient Stella. Ils me verraient. Ils m'accorderaient de la valeur. Mais en regardant ce nombre, 84 000 $, j'ai enfin compris la nature transactionnelle de mon existence dans cette famille. Il n'a jamais été question d'amour. C'était des frais d'abonnement. Tant que l'argent coulait, tant que j'absorbais le stress et les coûts financiers, on m'accordait une place à la table. Au moment où mon utilité a cessé, au moment où j'ai eu l'audace d'avoir une crise médicale qui nécessitait qu'il se dérange, mon abonnement a été annulé. Les serrures ont été changées. Le chagrin de perdre une famille que vous pensiez avoir est profond. Mais le chagrin de réaliser que vous ne les avez jamais vraiment eu du tout est paralysant. Je me sentais stupide. Je me sentais vidé. J'avais échangé ma jeunesse, ma sécurité et presque ma dignité contre une façade. J'ai regardé mes mains posées sur le clavier. Elles tremblaient. Non plus de tristesse, mais d'une nouvelle sensation étrange qui s'épanouissait dans ma poitrine, une chaleur, une colère serrée et concentrée. J'ai attrapé mon téléphone. Je ne pouvais pas gérer cela seul, mais je ne pouvais absolument pas appeler mes parents. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom de la seule personne de ma lignée qui avait toujours vu clair dans les manipulations de ma mère, la petite sœur de ma mère, tante Béatrice. Béatrice était le mouton noir de sa génération. Elle était farouchement indépendante, brutalement honnête et avait limité ses contacts avec Diane il y a des décennies, bien qu'elle ait toujours mis un point d'honneur à prendre de mes nouvelles. J'ai touché son nom et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Harper. Chérie, il est tard. Tout va bien? Entendre une voix qui contenait réellement une véritable inquiétude pour moi a rompu le barrage. Une seule larme s'est échappée, chaude et piquante. Tante Béatrice, je crois que je viens de perdre ma famille. Ne bouge pas. Je prépare du thé et tu vas me raconter chaque détail, a ordonné tante Béatrice. Son ton était vif, autoritaire, et exactement ce dont j'avais besoin pour m'ancrer. Je me suis assise sur le sol de mon bureau et j'ai parlé pendant 1 heure. Je lui ai parlé des cornées défaillantes, du brouillard gris qui dévorait lentement ma vision. Je lui ai parlé du dîner, de l'annonce de la croisière et de l'exigence de Victor que j'agisse comme une nourrice gratuite en étant les yeux bandés. Je lui ai parlé du trajet en voiture jusqu'au chalet, de la nouvelle serrure, de l'appel téléphonique, et enfin, je lui ai parlé de la feuille de calcul et des 84 000 $. Tante Béatrice a écouté dans un silence absolu. Le seul son sur la ligne était le cliquetis occasionnel de sa tasse de thé contre une soucoupe. Quand j'ai enfin terminé, essoufflé et épuisé, j'ai attendu sa pitié. Au lieu de cela, j'ai eu droit à l'esprit tactique et effrayant d'une femme qui connaissait le côté sombre de sa sœur mieux que quiconque. 84 000 $, a dit Béatrice, sa voix dégoulinant de glace. Harper, tu n'es pas une fille pour eux. Tu es une police d'assurance. Je sais, ai-je chuchoté en ramenant mes genoux contre ma poitrine. Je me sens si stupide, Béatrice. Je voulais juste qu'il soit fier de moi. Arrête ça, a-t-elle cinglé, pas méchamment, mais fermement. Tu as un bon cœur, et Diane l'a transformé en arme. C'est sa faute, pas la tienne. Mais en ce moment, tu dois arrêter de pleurer et commencer à réfléchir. Parce que s'ils sont assez impitoyables pour t'enfermer à l'extérieur d'un chalet que tu as payé pour réparer juste pour te punir d'être malade, ils n'ont pas fini. Que veux-tu dire, ai-je demandé en m'essuyant le nez avec le dos de ma manche. Que peuvent-ils faire d'autre? Ils m'ont déjà coupé les ponts. Ils m'ont dit de ne pas revenir. Ils t'ont coupé l'accès à eux, a corrigé Béatrice. Mais as-tu coupé leur accès à toi? J'ai froncé les sourcils, confuse. Je ne leur ai pas parlé depuis hier. Harper, écoute-moi attentivement. La voix de Béatrice est descendue d'une octave, adoptant un ton d'extrême urgence. Il y a 2 ans, quand ton père a eu cette petite alerte cardiaque, Diane a fait tout un plat des factures médicales.
Tu m'as dit que tu avais ouvert une carte de crédit conjointe avec ta mère, une carte à plafond élevé destinée strictement aux urgences médicales. Et tu lui en as donné une copie physique pour qu'elle ne panique pas. Tu t'en souviens. Une secousse d'électricité pure a parcouru ma colonne vertébrale. La pièce a semblé tourner. Oui, la carte d'urgence médicale. C'était une carte de récompense de voyage de première classe que j'avais ouverte parce qu'elle avait un plafond massif de 30 000 $. J'avais remis la carte physique à ma mère dans la cafétéria d'un hôpital, lui disant de la garder dans son coffre-fort et de ne l'utiliser que si c'était une question de vie ou de mort pour leur épargner le stress des prêts. Je l'avais complètement oubliée. Elle ne l'avait jamais utilisée, pas une seule fois en 2 ans. Oui, ai-je soufflé, mon rythme cardiaque accélérant jusqu'à un galop frénétique. Je lui ai donné la carte, mais elle ne le ferait pas. C'est pour les urgences. Harper, a dit Béatrice, sa voix résonnant de pitié et d'effroi. Ils viennent de réserver une croisière de luxe dans les Caraïbes, un forfait suite de grand luxe. Stella n'a pas d'argent. La pension de Victor ne couvre pas les suites prestigieuses sur un coup de tête. Et ils viennent de te déclarer la guerre. Oh mon Dieu, ai-je étouffé en me relevant précipitamment du sol. Ne devine pas. Ne suppose pas, a ordonné Béatrice. Mets-moi sur haut-parleur. Ouvre ton portail bancaire. Vérifie cette carte tout de suite. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai fait tomber mon téléphone 2 fois. Je me suis précipité sur ma chaise de bureau, mes doigts tâtonnant sur le clavier. J'ai affiché mon site bancaire. Le brouillard gris dans mes yeux faisait se fondre les lettres les unes dans les autres, et j'ai dû plisser les paupières douloureusement, tapant mon mot de passe de travers au premier essai. Je me connecte, ai-je balbutié, la poitrine serrée par la panique. Respire, Harper. Regarde juste, a dit Béatrice à travers le haut-parleur. Le petit cercle de chargement a tourné sur l'écran. Cela a semblé une éternité. Une roue tournante décidant de mon sort. Puis le tableau de bord s'est chargé. J'ai fait défiler la page, passant mon compte courant, passant mes économies, jusqu'à la section des cartes de crédit. J'ai cessé de respirer. Le texte sur l'écran était généralement d'un noir neutre et calme. Ce soir-là, les chiffres sous la carte de crédit d'urgence étaient brillants et en colère, d'un rouge éblouissant. Solde disponible, $0. Statut, plafond atteint. Je me suis frotté les yeux, pressant le talon de mes paumes dans mes orbites si fort que cela faisait mal, priant pour que mes cornées défaillantes me jouent juste un tour cruel. J'ai ouvert les yeux et je me suis penché à quelques centimètres de l'écran. Le texte rouge était toujours là. Harper. La voix de tante Béatrice filtrait à travers le téléphone, tendue par l'anticipation. Que vois-tu? J'ai cliqué sur les détails du compte, mon index tremblant sur la souris. L'historique des transactions s'est affiché à l'écran. Là, assis tout en haut, marqué comme traité il y a seulement 48 heures, le jour exact où ils avaient annoncé leur voyage à table, il y avait un seul débit massif de $6 500. Commerçant, croisière royale Caribéan, surclassement de grand luxe et excursion. Ils n'avaient pas seulement réservé un voyage. Ils avaient utilisé mon nom, mon crédit, ma bouée de sauvetage médical d'urgence pour se surclasser dans des suites de luxe, acheter des forfaits de boissons de première qualité et réserver des excursions sur des îles. Ils ont pris l'argent dont je pourrais littéralement avoir besoin pour sauver ma vue, et ils ont acheté du champagne sur l'océan. Ils ont atteint le plafond, ai-je chuchoté. Ma voix ne ressemblait même pas à la mienne. Elle sonnait creuse, comme l'écho d'un fantôme. Répète ça, a demandé Béatrice. $6 500, Béatrice, ai-je dit, les mots tombant de ma bouche comme des pierres. Royal Caribéan. Ils ont utilisé ma carte médicale d'urgence pour payer leur croisière de luxe. Le silence est tombé sur la ligne. Même tante Béatrice, qui s'attendait au pire de la part de ma mère, en a été réduite au silence par la stupeur. Dans ce silence, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas une rupture fragile et tragique comme du verre qui se brise. C'était le claquement fort et violent d'une lourde chaîne de fer. La chaîne de la culpabilité, de l'obligation et de l'espoir désespéré qui m'avait maintenu lié à eux pendant 32 ans. Toute la tristesse s'est évaporée. L'envie de pleurer a disparu, remplacée par une clarté glaciale et absolue. Le brouillard gris dans ma vision n'avait plus d'importance, car mon esprit n'avait jamais vu les choses de manière aussi parfaitement nette.
Ils n'étaient pas seulement des parents terribles. Ils étaient des voleurs. C'étaient des parasites qui étaient parfaitement prêts à drainer mon énergie vitale tout en me laissant aveugle dans le noir. Harper, a finalement parlé Béatrice, sa voix mortellement sérieuse. Tu dois appeler la banque ce soir. Je vais faire plus que ça, ai-je dit en me redressant. Le tremblement de mes mains s'est complètement arrêté. J'ai senti un sentiment de calme terrifiant et euphorique m'envahir. Je vais réduire leur petit royaume en cendres. J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas eu de doute. Je l'ai repris immédiatement et j'ai composé le numéro de la ligne d'assistance téléphonique contre la fraude ouverte 24 heures sur 24, indiqué au dos de ma carte de débit principale. Un représentant a répondu après quelques sonneries. Merci d'avoir appelé le service des fraudes. Comment puis-je vous aider ce soir? Bonjour, ai-je dit, la voix ferme et froide. Je dois signaler des informations volées et des débits frauduleux non autorisés sur ma carte de crédit. Quelqu'un a volé les détails de ma carte et a facturé $6 500 à une compagnie de croisière. Le représentant a posé les questions de sécurité. J'y ai répondu sans faute. D'accord, madame. Je vois le débit ici pour Royal Caribbean, a dit l'agent. Puisque vous signalez cela comme une fraude, nous allons lancer un protocole de rétrofacturation immédiat auprès du commerçant. Les fonds seront récupérés auprès de la compagnie de croisière et votre carte sera définitivement gelée et fermée. Autorisez-vous cela? J'ai pensé au ricanement de mon père. J'ai pensé à Stella levant les yeux au ciel face à ma cécité imminente. J'ai pensé au nouveau cadenas sur le chalet pour lequel j'avais saigné. Oui, ai-je dit, un lent sourire sombre s'étalant sur mon visage dans la pièce vide. Je veux tout geler. Fermez le compte. C'est fait. La rétrofacturation est lancée, a confirmé l'agent. Le commerçant devrait recevoir l'avis d'annulation dans les 48 heures. 48 heures, pile au moment où ma famille aimante se tiendrait au port de Miami en essayant d'embarquer sur leur navire de luxe. J'ai raccroché le téléphone. Le distributeur automatique venait officiellement de fermer ses portes. Et demain matin, j'allais m'assurer qu'il ne pourrait plus jamais, au grand jamais, faire de retrait. Le lundi matin est arrivé avec un vent froid et mordant qui fouettait les rues de la ville, mais je n'ai pas du tout senti le froid. Je me sentais complètement isolé par un sentiment de calme terrifiant et profondément concentré. Je n'avais pas dormi une seule minute de tout le week-end. Au lieu de cela, j'avais passé les 48 dernières heures assise sur le sol de mon bureau à domicile, entouré de classeurs ouverts et de piles de papier. Je rassemblais chaque document financier, chaque numéro de compte, chaque police d'assurance et chaque document légal qui liait mon existence à ma mère, mon père et ma sœur. À 9 heures précises, à la seconde où les lourdes portes en verre se sont déverrouillées, je suis entré dans le bureau élégant et calme de ma conseillère financière, Carmen. Carmen avait toujours été une femme calme et très observatrice. Il y a 3 ans, quand je m'étais assise pour la première fois dans cette même chaise et lui avais dit de mettre en place un transfert automatique mensuel de $5 sur le compte courant de mes parents, elle l'avait gentiment remis en question. Elle m'avait rappelé que j'étais jeune, célibataire et que je devais prioriser mes propres économies de retraite avant de subventionner 2 adultes pleinement capables. Je l'avais ignoré à l'époque, aveuglé par mon besoin désespéré d'être la bonne fille. Eh bien, ma vue baissait maintenant, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Je n'allais plus jamais ignorer ses conseils. Je me suis assise dans le lourd fauteuil en cuir en face de son bureau en acajou, j'ai sorti une seule feuille de papier soigneusement dactylographiée de mon sac et je l'ai fait glisser sur le bois poli. C'était une liste complète de directives. Je n'ai pas offert de salutations chaleureuses ou de bavardage. J'ai juste dit à Carmen que j'avais besoin d'annuler immédiatement et définitivement le transfert mensuel automatique de $500 à mes parents. Je lui ai dit d'arrêter les paiements directs à l'école privée Montessori que fréquentaient ma nièce et mon neveu. Enfin, je lui ai dit de retirer complètement ma mère en tant qu'utilisatrice autorisée secondaire sur mon plus ancien compte courant. Un vestige stupide de l'époque où j'avais 19 ans et où j'étais encore à l'université. Chaque flux financier qui coulait de ma poche vers la leur devait être scellé. Carmen n'a pas demandé d'explications détaillées. Elle n'a pas offert de pitié non sollicitée. Elle a juste regardé mon visage, a vu la froideur absolue et mortelle de mon expression, et a commencé à taper furieusement sur son clavier. En l'espace de 15 minutes, le cordon ombilical financier qui m'avait drainé pendant une décennie était rompu. Du bureau de Carmen,
j'ai traversé la ville directement vers le quartier financier pour voir mon avocate, Fiona. Fiona était un requin en tailleur pantalon sur mesure, le genre de femme qui rédigeait des contrats ne laissant absolument aucune place à l'interprétation. Je l'avais engagée il y a 3 ans pour rédiger mon testament biologique et mettre en place ma police d'assurance vie. Parce que j'étais célibataire et que je n'avais pas d'enfant, j'avais désigné mes parents comme les principaux bénéficiaires de ma police d'assurance vie d'1 demi-million de dollars, avec ma sœur Stella listée comme deuxième option de secours. Mon appartement, mes économies, mes investissements, tout ce pourquoi j'avais travaillé était légalement configuré pour aller directement dans leur poche si quelque chose de tragique m'arrivait un jour. Je me suis assise dans le bureau de Fiona, écoutant le faible bourdonnement de la circulation de la ville à l'extérieur de sa fenêtre, et je lui ai dit que je révoquais chaque morceau de papier que nous avions jamais signé. Je voulais qu'un tout nouveau testament soit rédigé immédiatement. Je lui ai demandé de nommer tante Béatrice comme mon unique bénéficiaire et l'exécutrice de l'ensemble de ma succession. De plus, j'avais besoin qu'elle rédige une révocation immédiate et juridiquement contraignante de la procuration médicale que j'avais accordée à ma mère des années auparavant. J'étais sur le point de subir une intervention chirurgicale majeure, et je n'allais absolument pas laisser une femme qui venait de voler ma carte de crédit d'urgence prendre des décisions concernant mon maintien en vie ou mes soins médicaux. Fiona a pris des notes copieuses, son stylo argenté grattant bruyamment dans la pièce silencieuse. Quand nous avons terminé, elle a soigneusement empilé les papiers, a croisé les mains sur le bureau et m'a regardé droit par-dessus le bord de ses lunettes de créateur. Elle m'a dit qu'il s'agissait de changements massifs et radicaux à ma succession, et que je déshéritais complètement toute ma famille immédiate. Elle m'a rappelé mes droits légaux, mais m'a demandé pour l'enregistrement officiel si j'étais absolument sûr de cette décision. Je l'ai regardé. J'ai pensé au nouveau cadenas brillant sur la porte du chalet du lac. J'ai pensé aux 6 500 $ facturés pour les surclassements de la croisière de luxe. J'ai regardé Fiona droit dans les yeux et je lui ai dit qu'ils avaient verrouillé la porte de mon chalet pour me punir de devenir aveugle. Alors, je verrouillais définitivement la porte de mon coffre-fort. J'étais absolument et indéniablement sûr. Le matin de mon opération est arrivé avec une cruelle ironie. Le brouillard gris dans mes yeux s'était tellement épaissi au cours des derniers jours que je pouvais à peine distinguer les visages des infirmières qui me préparaient dans la salle préopératoire. Tout était une aquarelle floue et atténuée de bleu pâle et de blanc dur. La peur que j'avais réussi à réprimer pendant des semaines, la masquant avec de la colère et une planification logistique, a finalement fait surface. C'est une terreur profonde et profondément primitive que d'abandonner volontairement sa vue, même temporairement, et de faire confiance à un étranger tenant un laser pour vous la rendre. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que je pensais que les moniteurs allaient disjoncter. Tante Béatrice était juste là à mes côtés. Elle était venue me chercher à l'aube, m'avait conduite à l'hôpital et s'était assise dans la chaise en plastique inconfortable près de mon lit, me tenant la main jusqu'à ce que l'anesthésiste injecte le puissant sédatif dans ma perfusion intraveineuse. La dernière chose que j'ai vue avant que l'obscurité chimique ne m'engloutisse fut l'éclat vif et aveuglant des lampes chirurgicales au-dessus de ma tête, un cercle blanc dur qui s'est lentement effondré dans le néant absolu. Quand je me suis enfin réveillé, le monde entier avait disparu. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de forme. Il n'y avait que des pansements compressifs épais et lourds enroulés fermement et solidement autour de toute ma tête, couvrant complètement mes 2 yeux. La privation sensorielle m'a frappé comme un coup physique à la poitrine. L'obscurité était absolue, épaisse et suffocante. J'ai paniqué pendant un bref instant terrifiant. J'ai essayé de m'asseoir, mon moniteur cardiaque bipant soudainement à un rythme frénétique et erratique jusqu'à ce que je sente une main familière et chaude saisir fermement la mienne. La voix de tante Béatrice a percé le vide sombre. Elle m'a dit qu'elle était juste là, que j'étais en sécurité dans la salle de réveil, et que le docteur était venu dire que la greffe de la cornée était un succès total. L'intervention s'était parfaitement déroulée, et maintenant tout ce que j'avais à faire était de me reposer. J'ai poussé un long soupir saccadé, sentant la tension s'évacuer lentement de mes muscles. J'étais temporairement aveugle, lourdement médicamenté, et mon visage palpitait d'une douleur profonde et sourde. Mais je n'étais pas seul. En fin d'après-midi, Béatrice m'avait reconduite à mon appartement et m'avait soigneusement aidé à m'installer dans mon propre lit. Être plongé dans une obscurité totale et inéluctable force vos autres sens à se surmultiplier massivement pour compenser. L'odeur persistante de l'antiseptique de l'hôpital sur ma peau et mes vêtements était soudainement écrasante. La sensation des draps en coton doux contre mes jambes semblait amplifiée et étrange. Mais la chose la plus marquante et inévitable dans la pièce était le son,
plus précisément le son de mon téléphone portable. J'avais remis mon téléphone à Béatrice avant l'opération, lui donnant des instructions strictes pour le mettre sous silence, mais de garder un œil attentif sur les notifications. Même enfoui sous un oreiller sur la table de nuit, je pouvais entendre l'appareil vibrer contre le bois massif. C'était un bourdonnement continu, en colère et très rythmé. Cela ressemblait exactement à une guêpe furieuse piégée à l'intérieur d'un bocal en verre, désespérée et agressive. J'ai tourné ma tête bandée vers le son, la gorge sèche et râpeuse à cause du tube respiratoire qu'ils avaient utilisé pendant l'opération. J'ai demandé à Béatrice si c'était eux qui appelaient. J'ai entendu Béatrice bouger dans la chaise à côté de mon lit. Elle a poussé un profond soupir de lassitude, le genre de soupir qui vient du fait de traiter avec des gens épuisants. Elle m'a dit que le téléphone n'avait pas cessé de vibrer pendant 3 heures d'affilée. Victor, Diane, Stella. Ils appelaient sans relâche les uns après les autres. Elle m'a dit que j'avais 24 appels en absence et 11 nouveaux messages vocaux. J'ai penché ma tête en arrière contre les oreillers. L'obscurité autour de moi ressemblait soudain beaucoup moins à une cage suffocante et beaucoup plus à une forteresse sécurisée et impénétrable. Le moment était absolument impeccable. C'était jeudi après-midi. Ma famille aimante et pleine de privilèges était censée se tenir au port de Miami en ce moment même, embarquant sur un énorme navire de croisière de luxe à plusieurs étages pour s'éloigner vers le coucher de soleil des Caraïbes. Un lent sourire sinistre s'est formé sur mon visage sous les épaisses couches de gaz. J'ai dit à Béatrice d'augmenter le volume et de jouer les messages vocaux. Elle a hésité, m'avertissant que je venais de sortir d'une intervention chirurgicale majeure et que je devais maintenir ma tension artérielle basse pour éviter les complications, mais j'ai insisté. Je lui ai dit qu'entendre ces messages était absolument le meilleur médicament que je puisse recevoir en ce moment. Tante Béatrice a touché l'écran de mon téléphone, et le sanctuaire silencieux de ma chambre s'est instantanément rempli du son aigu et paniqué de la voix de ma mère. Le premier message vocal était frénétique, mais Diane faisait clairement de son mieux pour maintenir ce ton faux et trop poli qu'elle utilisait toujours quand elle était en public et ne voulait pas que des inconnus sachent qu'elle perdait la tête. Par-dessus la terrible connexion audio, je pouvais clairement entendre le bruit de fond chaotique du terminal de croisière, le roulement de lourdes valises, les fortes annonces à l'interphone et le bavardage de milliers de vacanciers excités. Diane, la voix tremblante, m'ordonnait de décrocher le téléphone à la seconde même. Elle a dit qu'il se trouvait au comptoir d'embarquement prioritaire à Miami, et qu'il y avait une erreur ridicule et embarrassante avec ma carte de crédit. L'agent de billetterie leur disait que le débit massif pour les surclassements en suite de grand luxe avait été officiellement signalé pour fraude et complètement annulé. Ils ne pouvaient pas obtenir les clés de leur chambre. Elle a exigé que j'appelle la banque immédiatement, que je dissipe le malentendu et que je règle le problème parce qu'il bloquait une énorme file de personnes importantes. Béatrice a touché l'écran pour passer au message suivant. Il avait été laissé exactement 10 minutes plus tard. Cette fois, c'était mon père. Le ton poli destiné au public avait complètement disparu, remplacé par une rage pure et sans filtre. La voix de Victor a tonné à travers le haut-parleur, si fort qu'elle m'a fait tressaillir dans mon lit. Il a exigé de savoir ce qui se passait. Il a hurlé que le responsable de Royal Caribbean avait été appelé et leur avait dit droit en face que le véritable titulaire de la carte avait signalé la transaction de surclassement de luxe comme une information volée. Il a demandé si j'avais complètement perdu la tête. Il m'a ordonné de rappeler le service des fraudes, d'autoriser le débit de $6 500 à la seconde même et d'arrêter d'embarrasser la famille devant des centaines d'étrangers. Je suis resté parfaitement immobile dans le noir, mon esprit peignant sans effort une belle et vive image de la scène. J'imaginais Victor vêtu de sa chemise en lin de vacances coûteuse et ridicule, son visage virant à une nuance de violet colérique alors qu'il transpirait sous l'humidité brutale de Miami. J'imaginais Diane s'agrippant à son énorme chapeau de soleil de créateur, la couleur fuyant son visage alors qu'elle réalisait que le billet d'or qu'elle avait si intelligemment volé se transformait rapidement en cendres sans valeur. Et j'imaginais Stella debout là avec ses 2 énormes valises trop pleines, réalisant lentement et avec horreur qu'elle n'allait pas monter sur ce buffet flottant. Le 3e message vocal était de Stella et elle avait abandonné toute dignité. Elle pleurait de façon hystérique. Elle m'a traité de sale gamine vindicative. Elle sanglotait dans le téléphone, demandant comment je pouvais bien leur faire cela après tout ce qu'elle avait traversé dernièrement. Elle gémissait que le personnel de sécurité leur demandait en fait de sortir de la zone d'embarquement et de se mettre sur le côté. Elle exigeait que je répare cela tout de suite, hurlant que je lui devais ses vacances. Les messages vocaux ont magnifiquement progressé au cours des heures suivantes,
retraçant leur descente émotionnelle depuis les exigences arrogantes jusqu'à la rage aveuglante et enfin jusqu'à la panique absolue du fond du gouffre. Victor a laissé un message menaçant de me renier officiellement. Diane a laissé un message vocal en pleurs essayant de me manipuler psychologiquement et de me culpabiliser, affirmant que la maladie cardiaque de mon père ne pouvait pas supporter ce niveau de stress et que s'il faisait une crise cardiaque dans le terminal, ce serait de ma faute. Stella a envoyé un barrage de messages textes, que Béatrice m'a lu à haute voix d'une voix monocorde et plate, me qualifiant de tous les noms vicieux et innommables du dictionnaire. La réalité de leur situation était glorieuse. Ils avaient pris l'avion jusqu'en Floride, s'étaient tenus fièrement dans la file d'attente d'embarquement prioritaire, avaient remis leur passeport et s'étaient vus refuser l'entrée publiquement et de manière humiliante. Parce qu'ils n'avaient absolument aucune épargne d'urgence qui leur soit propre, ils ne pouvaient pas simplement produire une autre carte de crédit pour couvrir le déficit de $6 500. La compagnie de croisière, agissant rapidement suite à mon rapport de fraude, avait récupéré l'argent. Ma famille était coincée dans un port humide, entourée de bagages, regardant leurs vacances de rêve naviguer littéralement sur l'océan sans eux. Et puis est venu le dernier message vocal laissé il y a juste une heure. Le ton avait complètement changé. C'était de nouveau Victor, mais il semblait complètement vaincu, sa voix petite et désespérée. Il m'a supplié de décrocher. Il a avoué qu'ils avaient été obligés de réserver un motel bon marché et salle près de l'aéroport parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour les vols de retour jusqu'au lendemain matin. Puis sa voix s'est brisée lorsqu'il a révélé que l'école privée des enfants de Stella venait de leur envoyer un courrier électronique, indiquant que le chèque pour les frais de scolarité avait été refusé. Il a demandé, la voix tremblante, si j'avais vraiment tout coupé. Il m'a supplié de les rappeler pour que nous puissions parler. Je souris sous les pansements et je demandais à Béatrice d'éteindre complètement le téléphone. Pour la première fois en 32 ans, je ne ressentais absolument aucune culpabilité. 3 jours angoissants plus tard, le médecin m'a finalement autorisé à retirer les lourds et étouffants pansements compressifs. J'étais encore incroyablement loin d'être complètement guéri. Ma vision n'était plus un brouillard gris, mais elle était incroyablement floue, comme si je regardais le monde sous l'eau. La lumière ambiante de mon appartement me faisait intensément mal aux yeux, ressemblant à des aiguilles pointues contre mes cornets, j'ai donc dû porter d'épaisses lunettes de soleil noires et enveloppantes, même avec tous les stores fermés. Mais je pouvais voir les contours des meubles. Je pouvais voir les couleurs des murs. Je n'étais plus aveugle. Tante Béatrice venait de sortir pour aller à la pharmacie du coin chercher ma prochaine série obligatoire de gouttes antibiotiques coûteuses pour les yeux. J'étais assise tranquillement sur le canapé de mon salon, sirotant une tasse de café chaud lorsque les coups ont soudainement commencé. Ce n'était pas un coup poli de voisin. C'était un martèlement violent et très agressif contre le bois massif de ma porte d'entrée. Cela a fait trembler les gonds et a résonné bruyamment dans l'appartement silencieux. Je n'ai pas eu besoin de vérifier le Judas. Je savais exactement qui se tenait de l'autre côté. Je me suis levé lentement, nouant mon épais peignoir en coton beaucoup plus serré autour de ma taille. J'ai marché vers l'entrée, mon cœur battant un rythme régulier et lourd contre mes côtes. Étonnamment, je ne ressentais pas une seule once de peur. Je sentais une résolution froide, dure et inébranlable s'installer profondément dans mes os. J'ai tendu la main, j'ai déverrouillé le lourd pêne dormant, j'ai saisi la poignée et j'ai grand ouvert la porte. Victor, Diane et Stella étaient agglutinés sur mon porche. Ils avaient l'air absolument terribles. Ils étaient visiblement épuisés, fortement brûlés par le soleil à cause de leur temps misérable passé bloqué en Floride, et ils avaient l'air complètement déséquilibrés. Les cheveux de Stella étaient un désordre emmêlé et gras, et ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Diane serrait fermement son sac à main en cuir coûteux contre sa poitrine comme si c'était une arme. Victor s'est avancé à la seconde où la porte s'est ouverte, son visage virant à une teinte profonde et dangereuse de violet avec une rage brute. Il a levé la main, pointant un doigt épais et tremblant directement sur mon visage, ayant l'air d'être à une demi-seconde de me frapper physiquement. Il m'a craché les mots, sa voix tremblant d'une fureur absolue. Il m'a traité de déchet ingrat. Il a hurlé que je les avais complètement ruinés, que j'avais humilié le nom de la famille, que je les avais bloqués dans un terrible motel en Floride et que j'avais intentionnellement annulé les paiements scolaires de ses petits-enfants juste pour être vicieuse. Il a exigé de savoir pour qui je me prenais. Il a fait un grand pas menaçant en avant, essayant clairement de m'intimider, essayant d'utiliser sa taille physique et des décennies d'autorité parentale pour me repousser à l'intérieur de la maison. Je n'ai pas bougé d'un seul centimètre. J'ai tenu bon sur le seuil,
mes énormes lunettes de soleil noir cachant complètement mes yeux injectés de sang en voie de guérison, regardant droit dans son visage rouge et en sueur. J'ai gardé ma voix dangereusement basse et parfaitement stable, tranchant à travers ses cris. Je lui ai dit que j'étais la personne dont il venait de voler la carte de crédit. Diane a poussé un cri perçant par-dessus son épaule, sa voix aiguë et désespérée. Elle a hurlé que c'était une carte d'urgence familiale, qu'ils étaient des parents de sang et qu'ils avaient tous les droits légaux et moraux de l'utiliser comme bon leur semblait. J'ai complètement abandonné le titre de maman. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai déclaré qu'une croisière de luxe dans les Caraïbes n'était pas une urgence médicale. Je lui ai dit qu'elle avait pris $6 500 sans permission. Qu'elle avait commis un crime de fraude à la carte de crédit et volé sa propre fille. Pendant que cette fille se préparait à entrer dans une salle d'opération pour éviter de devenir aveugle. Elle a en fait tressailli, reculant comme si mes mots l'avaient frappée physiquement. Stella est passée devant notre mère, s'approchant juste à côté de Victor. Elle a hurlé que j'étais une menteuse pathologique, que je faisais juste cela pour attirer l'attention de façon malsaine, et m'a accusé d'affamer littéralement ses enfants en coupant leurs frais de scolarité essentiels. J'ai plongé la main au fond de la poche profonde de mon peignoir, j'ai sorti une épaisse enveloppe lourde pliée en deux, et je l'ai jetée aussi fort que j'ai pu directement sur la poitrine de Stella. Elle l'a frappée, a rebondi, et les papiers imprimés se sont éparpillés sauvagement sur le porche en béton. C'étaient les relevés bancaires détaillés, ma feuille de calcul de $84 000. Ma voix s'est finalement élevée, laissant exploser à l'air libre une décennie de colère refoulée. Je l'ai dit à Stella, que j'avais payé son parcours dans la vie pendant 10 ans. Je lui ai rappelé que j'avais acheté ses voitures, payé son loyer, financé l'éducation de ses enfants et complètement reconstruit le chalet de montagne dont il venait fièrement de m'enfermer à l'extérieur. J'ai dit à tous les trois que je n'étais pas une fille, une sœur ou un membre de la famille pour eux. J'étais juste une banque, et à partir de cette semaine, la banque était définitivement et irrévocablement fermée. Victor m'a foudroyé du regard, ses poings serrés si fort que ses jointures étaient blanches. Il a exigé que j'annule la plainte pour fraude immédiatement et que je rétablisse les transferts d'argent mensuels, menaçant que si je refusais, je ne remettrais jamais les pieds dans leur maison et je serais morte pour la famille. J'ai lâché un rire dur, sec et véritablement amusé qui a résonné bruyamment dans la rue de banlieue silencieuse. Je lui ai dit qu'ils m'avaient déjà tué le jour où ils avaient exigé que j'annule mon opération pour des vacances. J'ai baissé la voix en un murmure terrifiant et absolu. Je leur ai promis que s'ils revenaient un jour sur ma propriété, s'ils appelaient mon téléphone ou s'ils essayaient de contacter mon employeur, je ne me contenterai pas de laisser la plainte pour fraude telle qu'elle. J'irai au commissariat, je déposerai un rapport de police formel pour vol d'identité et vol qualifié, je remettrai chaque document au procureur et je regarderai avec joie mes parents aller dans une prison fédérale pour leurs vieux jours. Ils se sont complètement figés. La conviction absolument glaçante dans ma voix les a paralysés tous les trois. Ils étaient habitués à un bouc émissaire qui reculait, qui pleurait, qui s'excusait pour maintenir la paix. Ils ne reconnaissaient pas la femme debout devant eux en peignoir et lunettes de soleil. J'ai pointé la rue du doigt et je leur ai ordonné de quitter ma propriété avant que je n'appelle la police pour intrusion criminelle. Pendant un long moment angoissant, personne n'a bougé. Puis Victor a lentement baissé sa main qui pointait. Toute sa fanfaronnade arrogante l'a quitté, remplacée par la prise de conscience soudaine et écœurante qu'il avait définitivement perdu tout son pouvoir sur moi. Il s'est retourné et a marché lourdement vers sa voiture sans dire un mot de plus. Diane a éclaté en pleurs bruyants, dramatiques et théâtraux et s'est précipitée à sa suite. Stella est restée là quelques secondes, regardant fixement les relevés bancaires qui voletaient sur le sol avant de se retourner et de s'éloigner au trot. J'ai fermé la lourde porte, j'ai verrouillé le pêne dormant et j'ai appuyé mon dos contre le bois massif. Je tremblais physiquement à cause de l'adrénaline, mais sous les lunettes noires, je souriais. Les retombées immédiates de cette confrontation sur mon porche étaient entièrement prévisibles, profondément pathétiques et finalement très divertissantes à regarder se dérouler à distance. Au cours des semaines suivantes, alors que mes yeux continuaient lentement à guérir dans le sanctuaire calme et paisible de mon appartement, ma mère, Diane, a lancé une campagne de dénigrement massive et coordonnée sur Facebook. Elle a publié des paragraphes incroyablement longs et décousus sur la souffrance d'un cœur de mère brisé, écrivant une poésie dramatique sur les enfants qui abandonnaient cruellement leurs parents vieillissants au moment où ils en avaient le plus besoin financièrement. Elle essayait désespérément de se peindre comme une martyre désintéressée qui avait tout sacrifié et essayait juste de garder sa famille fracturée unie contre une fille toxique et ingrate. Mais Diane avait gravement sous-estimé la situation. Pendant que je récupérais dans le noir,
tante Béatrice avait été incroyablement occupée. Béatrice avait systématiquement appelé chaque tante, oncle, cousin et ami de la famille dans notre réseau étendu. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Et elle n'a pas exagéré. Elle a juste exposé calmement et méthodiquement les faits absolus. Elle leur a tout dit sur mes cornées défaillantes et la cécité imminente. Elle leur a parlé de mes parents changeant les serrures du chalet que j'avais payé. Et plus important encore, elle leur a parlé de la carte de crédit volée utilisée pour surclasser illégalement des vacances de luxe. Ainsi, lorsque les publications très dramatiques et tachées de larmes de Diane ont finalement été mises en ligne, l'armée de Spears aveugle qu'elle s'attendait pleinement à rallier pour m'attaquer ne s'est jamais réellement matérialisée. Au lieu de cela, ces publications ont été accueillies par un silence assourdissant et humiliant de la part de toute la famille élargie. Quelques cousins plus audacieux ont même laissé des commentaires sarcastiques, demandant innocemment comment s'était passée la croisière de Prestige vers Miami ou demandant si elle avait besoin d'aide pour payer ses frais de justice pour fraude à la carte de crédit. Incapable de gérer l'humiliation publique et le manque de sympathie, Diane a fini par supprimer l'intégralité de son compte Facebook dans les 48 heures. Le retour à la réalité de Stella a été considérablement plus dur et beaucoup plus ancré dans la réalité. Sans mon flux de financement infini et fiable pour la soutenir, son style de vie paresseux soigneusement organisé s'est complètement effondré du jour au lendemain, ou presque. Parce que les chèques des frais de scolarité avaient été refusés, elle a été obligée de retirer Toby et Mia de l'école privée Montessori très coûteuse et de les inscrire dans le système scolaire public local sous-financé. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, elle a en fait dû sortir, postuler à des emplois et commencer à travailler dans le commerce de détail juste pour empêcher la saisie de sa voiture financée par la banque. L'enfant chéri était enfin, brutalement, forcé de vivre et de survivre dans le monde réel comme une véritable adulte. Malgré la profonde satisfaction de voir le karma et la justice finalement rendus, il y avait toujours une tristesse lourde et persistante dans mon cœur. Ce n'était absolument pas pour mes parents et ce n'était certainement pas pour ma sœur. C'était pour Toby et Mia. Ces deux petits-enfants étaient des victimes innocentes dans une guerre misérable et toxique qu'ils ne comprenaient pas et à laquelle ils n'avaient pas demandé à participer. Environ un mois complet après la confrontation explosive sur mon porche, tante Béatrice est venue à mon appartement pour notre nouvelle tradition du déjeuner hebdomadaire. Elle est entrée dans la cuisine, a jeté son sac à main sur le comptoir et m'a tendu une enveloppe blanche froissée et légèrement sale. Elle a levé les yeux au ciel et a expliqué qu'elle avait accidentellement croisé Stella à l'épicerie du coin. Stella avait puérilement essayé de l'ignorer et de marcher dans l'autre sens, mais Toby, 7 ans, avait accouru. Il avait rapidement glissé l'enveloppe dans le sac à main de Béatrice et lui avait chuchoté la demande secrète de me la donner. Je me suis assise à l'îlot de la cuisine et j'ai ouvert l'enveloppe très soigneusement, mes mains tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier de construction plié standard. C'était un dessin fait au crayon de cire épais. Il montrait deux bonshommes allumettes debout à côté d'un arbre vert très asymétrique. Une silhouette était petite et l'autre était beaucoup plus grande, portant d'énormes lunettes de soleil noires exagérées, le tout écrit avec l'écriture tremblante et inégale d'un enfant en bas âge. Tout en haut de la page, il y avait un court message. Il disait que je lui manquais. Qu'il était désolé que sa mère et sa grand-mère soient tout le temps si en colère, et qu'il était vraiment content que mes yeux ne me fassent plus mal et que je puisse voir à nouveau. Il l'avait signé avec un cœur maladroit. Je me suis assise au comptoir et j'ai finalement craqué. J'ai pleuré. C'était la toute première fois que je pleurais vraiment et profondément depuis le début de tout cet horrible cauchemar il y a des semaines. J'ai pleuré pour l'innocence pure et non corrompue d'un petit garçon à qui sa tante manquait tout simplement, un enfant complètement et totalement inconscient de l'avidité toxique et de ce sentiment de tout mériter qui avait si profondément infecté sa mère et ses grands-parents. J'ai pris ce dessin au crayon, j'ai lissé les plis et je l'ai épinglé fièrement au centre de mon réfrigérateur. Dès le lendemain matin, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Carmen, ma conseillère financière. Je lui ai demandé de prendre $20 000, le montant exact d'argent que j'avais bêtement gaspillé pour réparer ce stupide chalet de montagne, et de le diviser. Je lui ai fait créer 2 fonds en fiducie solides et juridiquement inattaquables, un pour Toby et un pour Mia. Les fonds étaient strictement verrouillés. Ils ne pouvaient être consultés, touchés, empruntés ou même vus par Stella, Victor ou Diane sous aucune circonstance. L'argent serait automatiquement débloqué pour les enfants à l'âge de 18 ans, spécifiquement destiné à les aider à payer les frais de scolarité universitaire ou un acompte sur une première maison. J'en avais complètement et totalement fini avec ma famille,
mais je refusais de laisser leur incompétence financière et leur avidité détruire complètement l'avenir de la prochaine génération. J'ai planté une petite graine d'espoir pour ces 2 enfants, je l'ai enfermée en toute sécurité hors de la portée de leurs parents, et je suis enfin parti la conscience tranquille. 6 mois plus tard, je me tenais tranquillement devant le grand miroir en pied de ma chambre et j'ai pris une longue et incroyablement profonde inspiration, laissant l'air remplir complètement mes poumons. Je ne portais plus les lunettes de vue épaisses, lourdes et peu flatteuses. Je ne me cachais plus derrière les lunettes de soleil de protection sombres et enveloppantes qui me donnaient l'impression d'éviter constamment les journalistes de la presse à scandale. Mes cornets avaient guéri magnifiquement et parfaitement. Le terrifiant brouillard gris rampant qui avait menacé de voler définitivement mon monde avait complètement, à 100%, disparu. Les couleurs quotidiennes de ma chambre, l'ambre riche et chaud du parquet, le blanc net et éclatant des draps fraîchement lavés, le vert vif et vivant de mes plantes en pot près de la fenêtre étaient incroyablement nets, brillants et d'une beauté à couper le souffle. Je me suis dirigé vers le lit, j'ai fermé la fermeture éclair de mon grand et lourd sac à dos de voyage en toile, et j'ai jeté la sangle confortablement sur mon épaule. Aujourd'hui était un jour très important. Au cours des 32 premières années de ma vie, j'avais désespérément versé chaque once de mon énergie, de mon argent durement gagné et de mon amour conditionnel dans un trou noir massif et impossible à combler. J'avais volontairement sacrifié mes propres vacances, ma tranquillité d'esprit, ma sécurité financière et presque ma vue littéralement, tout cela juste pour garder au chaud des gens qui m'auraient joyeusement regardé mourir de froid si cela signifiait qu'ils pouvaient économiser quelques dollars. Mais aujourd'hui, le récit changeait enfin. Aujourd'hui, je prenais des vacances de 2 semaines. Je ne conduisais absolument pas jusqu'à un chalet verrouillé dans les montagnes froides, et je n'embarquais certainement pas sur un ridicule navire de croisière de luxe dans les Caraïbes avec des parents ingrats. Je prenais l'avion pour l'Europe, complètement en solo. J'avais prévu 14 jours glorieux d'errance sans but dans de vastes musées d'art à Paris, de repas composés de quantités incroyables de pâtes authentiques à Rome, et de simple contemplation de la magnifique architecture historique à Barcelone. Et la meilleure partie absolue de tout le voyage était le fait que je payais pour chaque vol, hôtel et repas avec l'argent que j'avais économisé sans effort au cours des 6 derniers mois simplement en refusant d'être le distributeur automatique de billets personnels et sans intérêt de ma famille. Je suis sorti de mon appartement, j'ai verrouillé solidement la porte derrière moi, j'ai descendu les escaliers et je suis sorti sur le trottoir, dans la lumière vive et chaude du soleil matinal. L'air vif de la ville semblait physiquement plus léger dans mes poumons. Je me sentais plus légère. Les gens sur Internet demandent souvent comment on parvient à survivre au fait de couper les ponts avec sa propre chair et son propre sang. Ils demandent si la culpabilité écrasante finit par vous dévorer vivante ou si vous regrettez de perdre les personnes qui vous ont élevé. Je ne mentirai pas en disant que c'est un processus parfaitement facile. Il y aura toujours des moments calmes et inattendus où vous passerez devant un parquet où vous verrez une grande famille rire ensemble à une table de pique-nique. Et une vive douleur fantôme vous pincera profondément la poitrine pour la famille aimante et solidaire que vous avez toujours désespérément souhaité avoir. Mais la froide et dure vérité de l'affaire est que la famille que je pleurais n'a jamais réellement existé en premier lieu. Ce n'était rien de plus qu'une illusion soigneusement entretenue, une performance pour laquelle j'avais payé des frais d'abonnement mensuels très élevés afin de la maintenir en marche. Quand Victor et Diane ont méchamment changé les serrures du chalet du lac, ils pensaient sincèrement qu'ils me punissaient. Ils pensaient qu'ils m'enfermaient agressivement à l'extérieur dans le froid, m'enseignant une dure leçon et me forçant à réaliser à quel point j'avais besoin de leur approbation et de leur présence dans ma vie. Mais ils avaient complètement, fondamentalement tort. Ce nouveau cadenas argenté et brillant sur la porte en bois ne m'a pas enfermé à l'extérieur. Il les a enfermés à l'intérieur. Il les a fermement enfermés à l'intérieur d'une prison misérable et de plus en plus petite, faite de leur propre sentiment incroyable d'avoir droit à tout, de leur propre avidité sans fin et de leur propre dysfonctionnement toxique et épuisant. Et alors que je me tenais sur ce porche glacial il y a des mois, fixant une clé en laiton qui ne s'adaptait plus au mécanisme, la lourde chaîne de fer invisible autour de mon cou s'est simplement brisée et est tombée. Dans leur tentative désespérée de me punir, ils m'avaient en fait offert le plus beau cadeau de ma vie. Ils m'ont libéré. J'ai ajusté la lourde sangle de mon sac à dos, j'ai marché vers le taxi jaune qui m'attendait sur le trottoir et j'ai senti la merveilleuse chaleur du soleil directement sur mon visage. Mes yeux étaient complètement ouverts. Ma vision était 2020.